Un millionnaire est revenu voir son fils après 8 ans de séparation et il a été paralysé par le choc lorsqu'il a trouvé le garçon enfermé dans une porcherie sombre, recroquevillé et serrant une carotte pourrie comme si c'était son dernier repas. Son ex-femme a nié que l'enfant était le sien. Son nouveau mari était aussi vicieux qu'un animal sauvage. Et tout le quartier baissait la tête en silence, comme des complices. Mais il a suffi d'un seul geste du père pour que tout le réseau de mensonges s'effondre. Pourquoi un enfant serait-il enfermé comme un animal dans la maison de sa propre mère? Qui a permis que cela arrive? Et qui mérite vraiment d'être amené à la lumière? Un ciel brumeux planait au-dessus des toits érodés par les intempéries, aux abords de Haddington, en Caroline du Sud. Un SUV noir s'arrêta au bord d'un étroit chemin de terre, ses pneus craquant doucement tandis que le gravier raclait sous le châssis. Ethan Caldwell coupa le moteur, sortit les clés et respira profondément par la fenêtre entr'ouverte. Il n'avait pas mis les pieds dans ce quartier depuis 4 longues années ou 4 ans depuis que le tribunal avait accordé la garde de son fils à Clarissa, son ex-femme. Il pouvait encore le voir clairement, la petite main d'Owen touchant son épaule, ses petits yeux confus levant les yeux et demandant « Où vas-tu, papa ?» Et puis la porte se referma. Il était de retour. Non pas pour discuter. Non pas pour se battre. Il voulait seulement revoir son fils. Owen, le garçon de 8 ans qu'il connaissait à peine. Quelle taille avait-il gagné? Comment sa voix avait-elle changé? Se souvenait-il seulement de son père? Ethan ouvrit le coffre et en sortit un simple sac cadeau bleu. À l'intérieur se trouvait un jeu de Lego, du genre qu'Owen adorait, et un sweat à capuche tout doux qu'Ethan avait choisi lui-même. Il a sonné à la porte. La porte s'ouvrit presque instantanément. Clarissa se tenait là, son téléphone toujours à la main, son rouge à lèvres fraîchement appliqué. Ethan. Salut, salua-t-elle d'une voix étrangement claire. Il hocha légèrement la tête. Je passais juste par là. Je voulais voir Owen. L'expression de Clarissa vacilla à un malaise vite masqué par un sourire poli. Oh. J'ai bien peur qu'Owen ne soit pas là. Il est en colonie. Il ne reviendra pas avant quelques semaines. Ethan fronça les sourcils. Un quand? En septembre? Elle hocha vivement la tête. C'est un stage de préparation à la vie quotidienne organisé par l'école. Elle se déplaça légèrement, levant le bras comme pour lui cacher le couloir. La maison avait la même apparence au vieux canapé, mur beige mais quelque chose clochait. Ethan hésita, puis tendit le sac cadeau. Pourrais-tu lui donner ça de ma part? Clarissa cligna des yeux, puis prit le sac. Bien sûr. Est-ce que ça va? Avant qu'Ethan ne puisse répondre, la voix d'un homme résonna au plus profond de la maison. Qui est là? Un homme grand et athlétique apparut, polo, pantalon kaki, le regard perçant comme du silex. Dal. Le nouveau mari de Clarissa. Dal esquissa un léger sourire. Ah. L'ex-mari de ma femme. Le regard d'Ethan ne vacilla pas, je suis juste passé voir Owen. Oh, dit Dal en croisant les bras. Le garçon est en colonie. Clarissa a dû te le dire. Tu viens de te rappeler que tu as un fils? Sa voix trahissait une fausse politesse. Clarissa laissa échapper un petit rire nerveux. Allez, Dal. Ethan prit une inspiration, prêt à partir, quand soudain un petit enfant arriva en trottinant dans le couloir en agitant une poupée. Maman, je veux du lait. Ethan se figea. L'enfant avait à peine plus d'1 an. Cheveux bouclés, peau claire. Mais ce n'était pas l'enfant qui l'arrêtait net, mais le visage de Clarissa. Pendant une brève seconde, pure panique. Voici Émilie, dit Clarissa rapidement. Notre fille. Ethan hocha la tête, son regard scrutant à nouveau la pièce. Pas de jouets. Pas de photos. Rien qui prouve qu'Owen y ait jamais vécu. Bon. Je ne te retiendrai pas, dit Ethan doucement, d'une voix plus assurée. Il se retourna vers sa voiture, chaque pas pesant, le pouls battant. Quelque chose n'allait pas. Très faux. Alors qu'il atteignait le SUV, une voix calme l'appela doucement de l'autre côté d'une clôture usée par les intempéries. Tu es le père d'Owen, n'est-ce pas? Ethan se retourna. Une femme âgée aux cheveux argentés, à la silhouette mince et munie d'une canne se tenait près d'un petit jardin fleuri. Je suis Madame Thornton. J'ai vécu à côté de chez eux pendant 6 ans, dit-elle d'une voix calme et pressante. Ethan s'approcha. Oui.
Je suis Ethan. J'ai entendu, dit-elle doucement. Je pensais que tu devrais savoir. Owen est toujours là. Il n'est allé en colonie de vacances. Ethan retint son souffle. Quoi? Il est là? Pourquoi mentirait-il? Madame Thornton hocha lentement la tête, d'un air entendu. Je pense que vous devez d'abord le trouver. Une brise froide ondulait à travers les arbres. Ethan suivit son regard vers le jardin. L'ancienne étable était à moitié cachée dans l'ombre, rouillée et oubliée sous des branches tordues. Il se retourna. Merci. Soyez prudent, prévint-elle doucement. Par ici, les gens aiment se taire. Mais j'ai assez vécu pour savoir quand un enfant a besoin d'être sauvé. Ethan ne répondit pas. Il bougea. Rapidement mais silencieusement. Autour de la maison. Son cœur battait fort. Sa respiration s'accélérait. Et puis, il l'a entendu. Un son. Doux. Faible. Reniflement. Un sanglot étouffé, ravalé comme quelqu'un qui essaie de ne pas exister. Ethan s'arrêta. Il tendit l'oreille. Il l'entendit à nouveau, un petit bruit saccadé, mi-souffle, mi-cri. Le vieux hangar était immobile, à moitié englouti par les mauvaises herbes et les années de délabrement. La porte était pendue de travers, le bois était éclaté, les gonds rouillés à peine intacts. Ethan s'approcha, chaque pas chargé de terreur. L'air empesté et humide, moisi, chargé de quelque chose d'aigre, de la paille pourrie, de la vieille urine, du désespoir. Il se pencha et poussa la porte. Elle gémit un son sec et cassant qui brisa le silence. Au fur et à mesure que ses yeux s'habituaient, il le vit. Une petite silhouette, blottie au plus profond de l'ombre. Un garçon. Des bras maigres enroulés autour de jambes maigres. Pieds nus sur la terre froide. Serrant une carotte meurtrie et à moitié pourrie de ses doigts tremblants. Des morceaux de peau de carotte jonchaient le sol. Le garçon rongeait, non pas comme quelqu'un qui mange un encas, mais comme quelqu'un qui essaie de rester en vie. Ses yeux se levèrent. Rouges. Gonflés. Une joue striée de poussière et de larmes. Le garçon tressaillit, son corps tout entier se contracta, se recroquevillant encore plus. Je suis désolé, murmura-t-il d'une voix rauque et faible. J'avais juste faim. Je n'ai rien volé. Le souffle d'Ethan se bloqua. Son cœur s'arrêta. C'était Owen. Plus vieux. Plus mince. Mais indéniablement Owen. Le bébé qu'il avait bercé pour s'endormir. L'enfant qu'il avait perdu suite à la décision du tribunal. Ethan tomba à genoux. Ses mains tremblaient. Sa voix avait du mal à tenir. Owen. Murmura-t-il. Le garçon cligna des yeux, confus, incertain. Ses lèvres tremblaient. Papa. Ce seul mot brisa quelque chose dans la poitrine d'Ethan. Ses yeux le piquaient. Sa gorge brûlait. Il tendit la main, lentement, doucement, la paume ouverte. C'est moi, murmura Ethan. Papa est là. Owen recula instinctivement, se serrant contre le mur de bois froid. Je suis désolé, s'étrangla-t-il. Je n'ai rien fait de mal. Non. Non, tout va bien maintenant, murmura Ethan d'une voix brisée. Tu n'as rien fait de mal. Je suis là. Plus personne ne te fera de mal. Lentement, tendrement, il toucha la main de son fils, froide, sèche et tremblante. Et pour la première fois depuis des années, père et fils n'étaient plus seuls dans le noir. Owen tendit la main en arrière, presque comme s'il avait besoin de vérifier si c'était réel, s'il était réel, puis il s'effondra. Mais ce n'était pas un cri fort. C'était silencieux. Des larmes coulaient de ses yeux tandis que sa gorge se serrait. Ethan l'entoura doucement de ses bras, mais au moment où il le tira contre lui, Owen tressaillit, se recroquevillant, protégeant sa tête par pur instinct. Ethan se figea. Puis il se retira lentement, les mains levées. « Je suis désolé, murmura-t-il. Je voulais juste te serrer dans mes bras. Ça va aller. Personne ne va te punir. » Ils restèrent assis ainsi pendant plusieurs minutes. Ne parle pas. Ne bouge pas. Juste la respiration saccadée du garçon et le son du cœur battant d'un père, malade d'impuissance. Puis, des pas. Le bruit aigu des chaussures sur le béton. Mais qu'est-ce que tu fous?
La voix de Clarissa trancha l'air, aiguë et stridente. Elle se tenait debout, les mains sur les hanches, le visage pâle, rage ou panique, difficile à dire. Juste derrière elle se tenait Dal, silencieux, les yeux brûlants de fureur. Ethan se leva, se déplaçant instinctivement pour se placer entre eux et Owen. « Je te parle, Ethan. Qui t'a donné la permission d'entrer dans mon jardin ?» aboya Clarissa. Ethan ne se retourna pas. Sa voix était posée, d'un calme mortel. « Depuis combien de temps le caches-tu ici ? » « Ça ne te regarde pas, » rétorqua Dal en s'avançant. « Dégage de chez moi avant que j'appelle la police. »« Vas-y, » dit Ethan d'une voix plus basse. « Et dis-leur d'appeler les services de protection de l'enfance, tant qu'à faire. Tu n'as pas le droit de t'approcher de lui. » « L'ordonnance du tribunal est toujours en vigueur, » hurla Clarissa, la voix brisée. Ethan ne répondit pas. Il sortit son téléphone, prenant d'une main ferme photo après photo, les coins sales du stylo, le sol souillé, la carotte pourrie, les vêtements déchirés, les épaisses couches de poussière accrochées au mur. Owen s'assit silencieusement derrière lui, toujours agrippé à ses genoux. « Supprimez-les tout de suite, » hurla Clarissa en s'avançant. « Vous n'avez pas le droit de filmer chez moi. » « Tu laisses un enfant vivre comme ça ?» grogna Ethan en se tournant enfin vers elle, les yeux flamboyants. « Et tu me parles de droit ?» Dal attrapa le bras de Clarissa et la tira en arrière. « Monte. »« Tu ne t'en tireras pas comme ça » siffla Clarissa, la voix venimeuse à travers ses dents serrées. Ethan l'ignora. Il s'accroupit et souleva délicatement Owen dans ses bras. Le garçon grimaça légèrement, la douleur lui traversant le visage. « Est-ce que ça fait mal quelque part ?» demanda doucement Ethan. Owen secoua la tête, mais Ethan le vit quand même, une échymose sombre le long du bras du garçon, ancienne mais reconnaissable entre mille. Il n'a pas dit un mot. Il a juste resserré son étreinte. « On part » murmura Ethan. « On quitte cet endroit. »« Tu ne peux pas » hurla Clarissa. « Tu n'as pas le droit de le prendre. »« Tu as raison » murmura Ethan sans se retourner. « Mais j'ai le droit d'appeler un avocat. » Il tourna légèrement la tête, croisant le regard de Dal. Owen se serra plus fort, d'une voix faible mais assurée. « Papa, tu ne m'as pas oublié, n'est-ce pas ?» Ethan baissa la tête, les yeux exorbités. Sa voix était à peine plus qu'un souffle. « Jamais. » La réponse ne ferma pas seulement la porte sur le cauchemar derrière eux, elle gravait quelque chose de brut et de froid au plus profond de la poitrine d'Ethan. Il a porté Owen hors de la cour sans un seul regard en arrière. Cette nuit-là, en rentrant chez lui, Ethan ne dit rien. Tout au long du trajet, ses mains agrippèrent fermement le volant, les jointures blanches, en silence. L'image d'Owen assis dans cet enclos crasseux, serrant cette carotte abîmée comme si c'était son bien le plus précieux, lui traversait l'esprit sans cesse, la blessant chaque fois plus profondément. Pourquoi ne l'avait-il pas su? Pourquoi n'était-il pas venu plus tôt? Il avait eu l'intention de rendre visite à Owen plus souvent. Il l'avait vraiment fait. Mais à chaque fois, Clarissa l'avait détourné. Elle lui avait dit que tout allait bien. Elle lui avait envoyé des photos, de courtes vidéos soigneusement montées juste assez pour lui faire croire qu'Owen allait bien. Ethan pensait qu'en envoyant une pension alimentaire, en ne provoquant pas de conflit, il faisait ce qu'il fallait pour son fils. Il avait tort. C'est si cruellement, si impardonnablement faux. En arrivant dans sa chambre, Ethan n'alluma pas la lumière. L'espace semblait intact, rangé, luxueux, froid. Il s'affala sur une chaise, laissant tomber sa veste par terre. La douce lueur d'une lampe d'angle projetait une longue ombre sur le carrelage. Son téléphone s'est allumé, un appel manqué. Parker, son avocat. Ethan a rappelé. Sans hésitation. J'ai besoin d'obtenir la garde de mon fils. Parker ne parut pas surpris. Il soupira doucement. Il nous faudra des preuves solides. Clarissa a déjà obtenu la garde. Il nous faudra des preuves solides. Je ne pensais pas devoir emprunter cette voie, admit Ethan, la voix brisée. Je croyais vraiment qu'elle faisait son travail. Mais j'ai vu des choses aujourd'hui. J'ai pris des photos. Owen vit comme un animal. Dans une porcherie. Ethan, avertit doucement Parker, ce n'est pas seulement une question d'émotion. C'est une question de structure, témoin, rapport, chronologie. Je suivrai chaque étape, dit Ethan fermement. Tant que ça me permet de ne pas le laisser là. Pas un jour de plus.
Alors, envoie-moi tout. Ce soir. Lorsque l'appel fut terminé, Ethan se pencha en arrière, fermant les yeux. Puis il a fait défiler la liste jusqu'à un autre nom, Lydia Bruno. L'avocat qui avait géré son divorce, la seule personne en qui il avait confiance pour comprendre à quel point les fissures entre lui et Clarissa étaient profondes. Elle répondit à la 3e sonnerie. Sa voix était sèche et froide. Je pensais que tu renonçais à tout droit d'intervenir. J'ai renoncé au droit de me battre, dit Ethan doucement. Mais pas au droit d'être père. Il lui raconta tout, le stylo, la carotte, les bleus, comment Owen avait tressailli quand Ethan avait essayé de le serrer dans ses bras. Lydia n'a pas interrompu. Lorsqu'il eut terminé, sa voix était basse mais décisive. Si vous avez des preuves concrètes, je rouvrirai le dossier. Mais vous savez comment fonctionne la loi. J'ai besoin d'éclaircissements. Je t'enverrai ce que j'ai. Et plus encore. Attends-moi. Le lendemain matin, Ethan revint, non pas chez Clarissa, mais chez Madame Thornton. Elle était assise sur son porche, les mains tremblantes tandis qu'elle versait du thé. Elle paraissait plus mince, plus frêle. « Je savais que tu reviendrais », murmura-t-elle, les yeux fixés sur la fine vapeur qui s'élevait de sa tasse. Ethan s'assit à côté d'elle. « Hier soir, as-tu entendu quelque chose ?»« Oui », murmura-t-elle. Comme d'habitude. Le garçon pleurait. Il s'évanouissait, mais ça n'arrêtait pas. Comme toutes les nuits. On s'y habitue avec le temps. Elle posa sa tasse, sa voix devenant plus ferme. Mais j'en suis sûr maintenant. Je ne suis pas aveugle. J'ai vu. J'ai entendu. Et cette fois, je vais parler plus fort. Elle le regarda avec une résolution lasse. Je témoignerai. Le regard d'Ethan se porta vers le jardin de Clarissa. Le cabanon. La clôture. Avez-vous des caméras de surveillance, demanda-t-il doucement. Pointant vers la cour. Oui, oui, répondit-elle. Je ne les ai pas utilisées depuis des années. Si j'apporte du nouveau matériel, me laisserais-tu l'installer? Juste pour enregistrer. Au cas où. Elle n'hésita pas, si ça peut aider ce garçon à sortir de là, je suis plus que partante. Pour la première fois depuis son retour à Addington, Ethan sentit une lueur de quelque chose, de la lumière. Il n'était pas seul. Et Owen n'aurait pas à souffrir seul. Il a fait une promesse silencieuse. Il ne s'en irait pas. Pas cette fois. Cette fois, il allait se battre. Il est tombé sur ce son par hasard, un extrait d'une minute enregistrée à l'aube. Ethan le rembobina, écoutant attentivement. À travers le vent qui faisait trembler la porte du hangar, il entendit des pas rapides et lourds. Puis une voix cria, dure et indubitable. Je t'avais dit de ne plus gémir. Tu m'entends? Ce n'était pas la voix de Clarissa. C'était celui de Dal. La caméra de sécurité avait tout filmé. Au moment même où Dal ouvrait la porte de la cage, attrapait Owen par le poignet et le poussait violemment sur le sol en terre battue. L'enfant n'a pas crié. Il laissa échapper un halètement étouffé, puis se releva rapidement, se recroquevillant en position assise, serrant ses genoux. Dal s'attarda, accroupi, murmurant quelque chose, trop bas pour que le microphone puisse le capter. Dans sa main, une cuillère en bois. Celle qu'on utilise pour verser la soupe. Il la pointait comme une arme, comme un avertissement. Puis il referma la cage et se dirigea directement vers la cour où Clarissa attachait des ballons. Ethan a mis la vidéo en pause à ce moment-là. Il n'a pas hésité. Il n'avait pas besoin de plus de preuves. Il a sorti son téléphone et a appelé directement Lydia Bruno. « J'ai besoin de toi ici immédiatement, » dit Ethan, sa voix glaciale. « Je viens d'être témoin d'une vidéo montrant clairement une mise en danger d'enfant. Ce n'est plus de la spéculation. Lydia n'a pas perdu de temps. Envoie-moi le clip par courriel en pièces jointes urgentes. Je suis à 10 minutes de la ville. Je serai là avec l'équipe d'inspection du département. » Ethan envoya le dossier. Puis il prit la route. Retour à la limite de la propriété de Clarissa. Juste au-delà de la clôture. La fête d'anniversaire avait commencé. Clarissa portait une robe blanche, les cheveux coiffés en un chignon soigné, un verre de vin à la main. Elle souriait à chaque invité, embrassait les mamans de l'association de parents d'élèves et appelait fièrement Émilie, le plus adorable petit ange du monde. Sur la table de fête, un gâteau,
du jus, du popcorn, des bougies et un fond photo sur lequel on peut lire la famille et tout. Ethan se tenait derrière un arbre, serrant fermement son téléphone. Sa respiration était saccadée, mais contrôlée. Il n'était plus en colère. Plus maintenant. La colère s'était éteinte. Ce qui le remplissait désormais était une concentration pure et chirurgicale. Puis, pile à l'heure, 2 voitures de police et un véhicule des services familiaux se sont arrêtés sur l'allée pavée. Pas de sirène. Pas de lumière. Mais tout le monde l'a remarqué. Clarissa leva son verre mais resta figée au milieu du toast. La chef de la police locale, Hargrove, une femme d'âge moyen au regard fixe, est sortie de la voiture de tête. Derrière elle, Lydia et un agent de protection de l'enfance. Ils ne parlaient pas. Ils n'ont pas perdu de temps. Ils se dirigèrent directement vers l'arrière-cour. « Que se passe-t-il » cria Clarissa, essayant de garder une voix légère, sereine. « Nous sommes ici pour inspecter les conditions de garde des enfants à cette adresse », répondit calmement Lydia. En réponse à une plainte officielle, appuyée par des preuves vidéo. Dal s'avança, indigné. « Tu es sûr d'être au bon endroit ? C'est l'anniversaire de ma fille. » Pas d'erreur, dit Lydia d'un ton froid tandis qu'elle se tournait vers le coin le plus éloigné de la clôture, vers la vieille cage, partiellement cachée par une bâche et des poubelles. Le chef Hargrove a donné un signal subtil. Un membre du personnel s'est avancé et a soulevé la porte de la cage. À l'intérieur, Owen était assis, voûté. Les yeux écarquillés, les lèvres sèches et gercées. Il leva les yeux tandis que la lumière affluait comme s'il n'avait pas vu la lumière du jour depuis des jours. Comme s'il se souvenait à peine de ce qu'il ressentait. Personne n'a parlé. Aucun mot n'était nécessaire. Ethan s'avança. Personne ne l'arrêta. Owen cligna des yeux. Puis, en un clin d'œil, il se précipita dans les bras d'Ethan. Le garçon n'a pas pleuré. Il enfouit son visage contre la poitrine d'Ethan, le serrant contre lui comme s'il avait trouvé le seul sol solide au monde. Et à ce moment-là, tout s'est arrêté. La fête s'est figée. Les invités, la décoration, la musique, oubliés. Un enfant était sorti du hangar. Mince. Silencieux. Le visage sale, les cheveux emmêlés, mais ses yeux brillaient plus que n'importe quelle lumière sur cette table. Clarissa resta figée. Pendant une seconde, ce fut comme si elle ne reconnaissait même pas son propre fils. Mais sa première réaction n'a pas été le remords. C'était la panique. Non, cria-t-elle en se précipitant en avant. Il ne va nulle part. C'est mon fils. Elle tendit la main vers Owen, mais Lydia s'interposa, calme et ferme. Madame, nous menons une enquête judiciaire. Je vous demande de rester calme. Je ne permettrai pas ça, hurla Clarissa, les larmes perlant sur son visage. C'est ma chair et mon sang. Cet homme n'a aucun droit. Ethan serrait Owen contre lui. Fermement. Stable. Le garçon s'accrochait à lui, le souffle court mais en sécurité. Dal s'avança en grognant. Rendez-le-moi. Vous n'avez aucune ordonnance du tribunal. C'est sa mère légale. Ethan leva les yeux, les fixant du regard de Dal. Sa voix était basse mais résolue. Et je suis son père légal. Celui qui a perdu ses droits parce qu'on m'a dit que mon fils était sain et sauf. Au moment où les mots ont quitté sa bouche, Dal l'a frappé. Une claque violente paume contre peau retentit dans l'arrière-cour. L'air s'est épaissi. Silence. Owen tressaillit mais ne lâcha pas prise. Ethan ne bougea pas. Il tourna simplement son visage vers l'arrière, rencontrant le regard de Dal avec un calme inébranlable. Merci, murmura doucement Ethan. J'ai maintenant une raison supplémentaire de prouver qu'il mérite vraiment d'être exclu de tout contact. Puis, une autre voix. Tremblante, mais claire. Je peux témoigner. Tout le monde s'est retourné. C'était Madame Thornton. Frêle, appuyée sur une canne, mais droite. Elle s'avança. J'ai vu cet enfant dormir dans le hangar toute la semaine, a-t-elle déclaré. Je l'entendais pleurer toutes les nuits. Je pensais être trop vieille pour intervenir, mais je ne peux plus me taire. Clarissa émit un rire sec et désespéré. Juste les paroles d'une vieille femme seule ? J'ai une vidéo, répondit Madame Thornton d'une voix ferme. De ma caméra de sécurité. Demande à Ethan.
Avant que Clarissa ne puisse réagir, une autre voix s'éleva. J'aimerais dire quelque chose aussi. Tous les regards se sont déplacés. C'était Miss Evans, l'ancienne professeure d'art d'Owen. Je l'ai signalé, dit-elle doucement. Owen s'endormait souvent en classe, venait sans vêtements appropriés, sans déjeuner. J'en ai pris note. Personne n'a donné suite. Le visage de Clarissa s'est effondré. Elle haleta, les yeux fixés sur Owen, toujours blotti dans les bras d'Ethan. Lydia échangea un bref mot avec l'officier à côté d'elle, puis fit face à l'assemblée. Sa voix était claire. Officielle. Conformément à l'article 48B du département des services familiaux et sur la base des preuves actuelles, a-t-elle annoncé. Nous décrétons une ordonnance de protection d'urgence. Owen Caldwell sera placé en résidence surveillée dans les 14 prochains jours, dans l'attente d'une enquête officielle. Non, hurla Clarissa. Non. Tu ne peux pas me l'enlever. L'officier la retint doucement. On ne vous l'enlève pas, madame. On l'éloigne d'un endroit où il n'aurait jamais dû être. Ethan s'agenouilla, sa voix douce tandis qu'il murmurait à Owen. Veux-tu venir avec moi, mon fils? Owen hocha la tête. Petit. Doux. Mais sûr de lui. Ils traversèrent la foule stupéfaite. Personne ne croisa le regard d'Ethan. Personne ne souriait. Personne ne parlait. Clarissa s'effondra à genoux, serrant l'ourlet de sa robe, haletant pour respirer, aucune trace ne restait de l'hôtesse parfaite qui avait levé son verre 30 minutes plus tôt. Ethan ne regarda pas en arrière. Il ne voulait pas qu'Owen voie ce qu'il y avait derrière eux. Lorsqu'ils atteignirent la voiture, la seule chose qui comptait était la petite main qui tenait toujours la sienne. Madame Thornton lui toucha doucement la main. Il y a encore tellement de gens qui soutiendront Owen. Tu le sais. Il hocha la tête en silence et installa Owen dans le siège auto. Le garçon tenait silencieusement la main de son père, sans rien dire, mais ses yeux écarquillés restaient fixés, comme s'il contemplait un monde dont il avait été autrefois caché. Après l'échec de la fête d'anniversaire, la nouvelle de l'intervention de l'assistante sociale s'est rapidement répandue dans le quartier. Le quartier de Haddington, autrefois fier de ses rues tranquilles et de ses familles soi-disant modèles, bourdonnait désormais de rumeurs au sujet de Clarissa, la mère qui avait autrefois fait la couverture du magazine de l'association des parents d'élèves, et de Dal, l'homme qui n'avait jamais cessé de prêcher la discipline familiale. Depuis l'incident, leur maison était pratiquement fermée. Rideaux tirés. Lumières éteintes. Pas un bruit à l'intérieur. C'était comme si quelqu'un avait étranglé la vie des lieux. Clarissa était assise, immobile, à la table de la cuisine, le visage pâle, les deux mains serrées autour d'une tasse de café froid. Dal entra et jeta une pile de papier sur la table. Ils l'ont coupé, dit-il d'une voix neutre. La pension alimentaire liée au divorce. Disparu. Ton compte secondaire a été gelé aussi. Clarissa ne leva même pas les yeux. Sa voix était à peine audible. Et votre entreprise? Ne pose pas de questions, rétorqua Dal. Ils m'ont retiré du conseil ce matin. Personne ne veut être lié à votre bêtise. Cette vidéo du garçon dans le pénitencier, elle est partout sur Internet maintenant. Un silence s'abattit entre eux. Épais. Explosif. Clarissa parla enfin, ses mots furent lents, comme si elle se posait des questions. Alors, c'est fini. Dal laissa échapper un rire amer, sa voix aiguë et venimeuse. Que crois-tu qu'il te reste? Ce mariage embryonnaire? Cet acte de mère aimante? Plus personne ne croit en toi. Plus personne ne croit en nous. Les mains de Clarissa tremblaient. Ses yeux étaient injectés de sang, mais il ne restait plus de larmes. Tu m'as dit de me taire. Tu m'as dit de ne pas m'inquiéter pour lui. Tu as dit que notre fille ne pouvait pas dormir s'il était encore à la maison. Je t'ai écouté, et tu as tout gâché. Dal intervint, le visage tordu de fureur. Je ne t'ai pas dit de le laisser dehors tous les soirs jusqu'à ce que quelqu'un filme. Tu es faible, Clarissa. Tu as perdu le contrôle de tout. Cette dernière phrase fut un coup de grâce cruel. Clarissa se leva sans un mot et sortit de la cuisine. Sur la table, la tasse de café était restée intacte, froide, comme l'air qui les séparait. Depuis l'incident, la maison était devenue un tombeau. Les rideaux ne s'ouvraient jamais. Aucune lumière ne s'allumait. Tout son s'était évanoui, comme si la vie elle-même avait été étouffée. Pendant ce temps,
de l'autre côté de la ville, Ethan Caldwell ramenait son fils à la maison, dans un appartement qui avait toujours été prévu pour un adulte, jamais pour un enfant. L'appartement était situé au 11e étage d'un immeuble haut de gamme. Chaque détail était impeccable, ordonné, luxueux. Un canapé en cuir. Des tables en verre sans une once de poussière. Mais lorsqu'ils entrèrent, Owen jeta à peine un coup d'œil autour de lui. Aucune excitation. Aucune curiosité. Juste des pas silencieux derrière Ethan, traînant les pieds, le regard incertain et silencieux, comme s'il demandait. « Combien de temps ai-je le droit de rester ici ?» Ethan ouvrit une pièce près du bout du couloir. « C'était ta chambre avant, dit-il doucement, mais ces mots restèrent inachevés. Le garçon jeta un coup d'œil dans la pièce, recouverte d'une fine couche de poussière. Tout était encore là, le petit lit bleu, l'oreiller en forme de dinosaure, un vieux morceau de papier collé à la porte sur lequel on pouvait lire, d'une écriture tremblante, le territoire d'Owen. Ce soir-là, Ethan prépara une soupe poulet et nouilles, le premier repas qu'il cuisinait lui-même depuis des années. Pas de chef. Pas de plat à emporter. Il voulait tout recommencer. Owen mangeait lentement. Il ne levait jamais les yeux. Chaque fois qu'Ethan se levait, le garçon tressaillait. Et Ethan remarqua qu'Owen glissait discrètement 2 tranches de pain dans les poches de son sweat à capuche. Il ne dit rien. Il se détourna simplement et soupira. Vers minuit, Ethan ouvrit le bar à alcool, puis le referma. Il n'avait pas besoin de quelque chose pour apaiser la douleur. Il devait rester sobre. Vers 2 heures du matin, un cri réveilla Ethan en sursaut. Il courut dans la chambre d'Owen. Le garçon était recroquevillé dans un coin de son lit, hurlant silencieusement, frappant la couverture comme pour chasser quelque chose d'invisible. Ethan ne le toucha pas. Il s'assit à une certaine distance et lui dit doucement. « C'est bon. Je suis là maintenant. Personne ne va plus t'enfermer. » Owen ne répondit pas, mais le frémissement cessa. Il haleta, reprenant son souffle. Le lendemain matin, Ethan a contacté le docteur Alec Knox, une amie de fac, aujourd'hui psychologue pour enfants. Lorsqu'ils se sont retrouvés dans un café en bas, elle a regardé Ethan comme si elle ne l'avait jamais vu aussi sérieux. « Il croit encore que tout peut lui être enlevé à tout moment, » dit doucement elle, après qu'Ethan lui eut raconté la nuit précédente. Les enfants abandonnés n'ont pas besoin de quelqu'un pour les soigner. Ils ont besoin de quelqu'un qui reste. Ethan hocha la tête. Je suis parti 5 ans. J'avais tort. De retour à l'appartement, Ethan entra dans l'ancienne chambre de son fils. Il commença à ranger chaque cadre, chaque recoin poussiéreux du bureau. Dans un tiroir, il trouva une petite boîte. À l'intérieur se trouvait un body gris pour nouveau-né et une photo déchirée. Une moitié représentait Ethan tenant le bébé Owen. L'autre moitié représentait Clarissa, à l'époque où ils formaient encore une famille. Il s'assit sur le parquet, les yeux fixés sur la photo. Il se souvint du jour où Owen fut accueilli. Et de tous les jours qui suivirent, ceux où il se consacra à fond à la création de sa start-up, manquant une grande partie des premières années de son fils. Clarissa n'avait pas été taillée pour la vie d'entrepreneur. Elle le qualifiait de froid. Émotionnellement absent. Lui, à son tour, la trouvait de plus en plus rancunière. Le mariage s'est effondré. Clarissa a obtenu la garde exclusive. Ethan a signé les papiers par épuisement et par culpabilité. Elle a promis d'élever Owen avec amour. Pendant 5 ans, Ethan a envoyé ses chèques de soutien à temps. Mais il n'a jamais été à la hauteur, à la fois par honte et par les constantes déviations de Clarissa. Il ne se souvient même pas de toi. Vous ne ferez que le perturber. Et il la croyait. Jusqu'au jour où il vit son fils ronger une carotte pourrie dans une porcherie. Dans le couloir, Ethan entendit des pas légers. Il se retourna. Owen se tenait sur le seuil. Sans un mot. Il s'approcha et ramassa la photo déchirée. « Tu as de la colle ?» demanda doucement Owen. Ethan se figea. Puis il lui tendit le bâton de colle. Owen commença à reconstituer la photo maladroitement, mais avec précaution. Les bords ne correspondaient pas tout à fait, mais l'image semblait plus complète qu'avant. Ils étaient assis par terre, la lumière du soir filtrait à travers la vitre. Ethan apporta 2 sandwichs. Il ne demanda pas ce qu'Owen voulait. Il n'attendit pas de remerciements. Pour la première fois, Owen a mangé, sans rien garder pour plus tard. Un matin de semaine,
Alors qu'Owen griffonnait distraitement à la table de la cuisine, le téléviseur mural s'est allumé. L'écran montrait Clarissa, vêtue d'une robe en soie gris fumé, ses cheveux légèrement bouclés, ses yeux lourds de quelque chose qui ressemblait à un long et douloureux chagrin. Ethan tendit la main vers la télécommande, son réflexe aiguisé, prêt à l'éteindre, mais Owen l'avait déjà vu. Le garçon se figea. Sa main s'arrêta à mi-chemin sur le papier. « Je vais bien », murmura Owen, plus pour lui-même que pour quelqu'un d'autre. Sur l'écran, Clarissa prit une inspiration tremblante. « Je n'aurais jamais imaginé devoir passer à la télévision juste pour défendre mon droit d'être mère, mais je n'ai pas le choix. Quelqu'un invente des histoires, utilise tout argent, influence pour déchirer ma famille. » L'autre hocha la tête pensivement. Clarissa baissa la tête, sa voix tremblante. « J'aimais Ethan. Mais il n'a pas supporté la pression d'être père. Maintenant, il est de retour et lance toute cette campagne pour me retirer mon fils, simplement parce qu'il souffre encore du passé. » À côté d'elle était assis Dal, figé dans son costume cravate. Lorsque la caméra se tourna vers lui, il força un léger sourire et parla lentement. « Je veux juste élever Owen comme si c'était mon fils. Il n'est pas un fardeau. Il ne nous a manqué que du soutien, pas de l'amour. » Pendant ce temps, dans un petit bureau à l'ouest de la ville, Lydia Brunet, assistante sociale, classait une épaisse pile de dossiers, des dizaines de formulaires, de notes manuscrites et de photographies. Chaque ligne racontait une histoire. Chaque élément de preuve constituait un puzzle plus vaste et déchirant. « Nous allons avoir besoin de témoins », a déclaré Parker en franchissant la porte. Lydia hocha la tête. « Je les appelle un par un. » Moins d'un jour plus tard, Madame Thornton, la voisine, frappa à la porte du bureau. Elle portait un vieux sac en toile rempli de bouts de papier, des notes qu'elle avait prises au fil des ans. Les nuits où elle entendait des pleurs. Les fois où elle avait vu Dal crier. Même une vidéo floue prise avec son téléphone portable, Dal tirait brutalement Owen par le bras pour le sortir du jardin. Puis vint Mademoiselle Walters, l'ancienne institutrice d'Owen. Elle posa un petit carnet sur le bureau. « Journal d'observation des élèves », expliqua-t-elle. « J'ai signalé l'incident au conseil d'administration, mais personne n'a donné suite. Il portait une veste, même par temps chaud. Ses bras étaient meurtris, foncés, visiblement douloureux. Il avait souvent sommeil, et il avait toujours l'air affamé. » Puis vint Monsieur Gilroy, le propriétaire de l'épicerie près de la maison de Clarissa. « Je l'ai vu fouiller dans la boîte à friandises, » dit doucement Monsieur Gilroy. « Au début, j'ai cru que c'était un chat errant. Mais ensuite, j'ai remarqué la veste déchirée. » Parker rassembla tout. Un dossier épais comme la main. Il ne dit pas grand-chose. Il tendit simplement une enveloppe à Ethan. C'est peut-être la preuve la plus solide. Ethan l'ouvrit. C'était une lettre manuscrite, à l'encre bleue, un peu brouillonne mais lisible. Le papier était taché de ce qui ressemblait à des filigranes. Le docteur Hailey, la psychologue pour enfants, l'avait donné à Ethan pendant la thérapie de rétablissement d'Owen. « Oncle Hailey. Je n'arrive pas à dormir parce qu'il fait froid, j'ai faim et j'ai peur. Je n'ai pas fait de bruit. Je n'ai pas pleuré fort. Mais maman a dit que je gardais le bébé debout. Je n'ai rien fait de mal. Ils ne veulent juste pas me croire. Oncle Dal a dit que je n'étais pas son enfant. Puis il m'a poussé dehors. Certaines nuits, je dormais à côté des cochons. Certaines nuits, je restais assise à me tenir le ventre. J'ai peur d'eux. Mais papa est différent. Ici, il y a un sandwich. Il y a des rires. Et quelqu'un qui me regarde comme si j'étais un vrai enfant. Je veux rester avec papa. Owen. » Ethan ne pouvait pas parler. Il garda la lettre un long moment, jusqu'à ce que ses yeux commencent à piquer. À l'extérieur, les médias ont commencé à changer de ton. Un père millionnaire se bat pour récupérer son enfant au milieu d'un réseau de mensonges. Quelques journalistes, ceux à qui l'entrée des soirées raffinées de Clarissa était autrefois refusée, avaient commencé à fouiller dans de vieux registres d'état civil. En ligne, des internautes ont partagé une vidéo poignante filmée par une caméra de surveillance dans un jardin. Owen, recroquevillé sous le toit en tôle d'une porcherie, vêtu d'une veste en lambeaux, les yeux levés dans un silence suppliant. Le vent commençait à changer. Mais Parker a quand même mis en garde. « Nous n'avons pas encore gagné. Clarissa a engagé une équipe juridique de premier ordre. Ils se concentrent sur ton absence pendant des années.
Ethan hocha la tête. Je ne chercherai pas d'excuses. Mais je ne laisserai pas le passé continuer à faire souffrir mon fils. Plus tard dans la journée, Owen était assis sur le tapis, reconstituant tranquillement un puzzle. Ethan était assis à côté de lui. Le garçon leva les yeux, son regard scrutant. « Papa, si nous disons la vérité, est-ce qu'ils nous croiront ?» Ethan posa une main ferme sur l'épaule de son fils. « Je ferai tout mon possible. Pas seulement pour qu'ils y croient, mais pour qu'ils ne puissent pas l'ignorer. » Ce matin-là, la ville de Montgomery semblait retenir son souffle. Le ciel était lourd et gris, comme si la pluie pouvait tomber à tout moment. Devant le palais de justice du comté de Montgomery, des voitures noires étaient alignées des deux côtés de la rue. Les journalistes se bousculaient pour prendre position. Les caméras étaient braquées sur l'entrée principale. Des pancartes de soutien aux deux camps étaient brandies haut, mais personne n'osait crier trop fort. Parce qu'aujourd'hui, il ne s'agissait pas d'un politicien, ni d'une célébrité. Aujourd'hui, il s'agissait d'un enfant. Ethan entra par l'entrée latérale, serrant Owen dans ses bras, comme si le lâcher risquait de le perdre à jamais. Le garçon serrait la main de son père, son regard nerveux scrutant la foule avec confusion et peur. De l'autre côté du palais de justice, Clarissa apparut, maquillée avec soin, vêtue d'une robe modeste et les yeux rougis par les larmes. Dal la suivait de près, le visage figé, indéchiffrable. La salle d'audience pour mineurs était fermée et équipée de caméras vidéo internes. Seuls les parties directement impliquées et les témoins étaient admis à l'intérieur. Sur le banc était assis le juge Darnell, une paire de lunettes à monture argentée perchée sur son nez, sa posture posée, sa voix grave et délibérée. L'audience pour la garde légale du mineur Owen Caldwell est maintenant en session. Clarissa fut la première à se lever. Sa voix tremblait, mais ses yeux brûlaient de détermination. « J'ai fait des erreurs. Après la naissance d'Abigail, j'ai sombré dans une profonde dépression. Je n'ai jamais voulu négliger Owen. C'est juste que, je n'avais pas la force d'être la mère dont il avait besoin. » Elle s'arrêta, puis se tourna vers Dal. Dal, il ne savait rien de ce qui s'était passé dans la porcherie. Je le lui ai caché, parce que j'avais honte. Dal se leva aussitôt. Sa voix était rauque. Votre honneur, Ethan Walker n'est pas un père modèle. Il a disparu pendant près de 7 ans. Pas d'appel. Pas de visite. Pas de soutien. Clarissa a tout géré toute seule. Et maintenant, il revient, juste à cause de l'attention du public, et exige la garde? Comment est-ce juste? Parker, l'avocat d'Ethan, resta assis. Calme. Puis il se leva, sa voix était douce, mais froide. Votre honneur, je regrette de devoir contrer cet argument, avec la vérité. Il a sorti une pile de papiers. Voici les relevés bancaires d'Ethan Walker des 6 dernières années. Chaque mois, il transférait $2800. Clairement étiqueté, pension alimentaire Owen Caldwell. Et voilà, poursuivit Parker en étalant les reçus sur la table, des records de dépenses, une nouvelle chambre de bébé pour une petite fille. Des vacances privées. Des rénovations de cuisine. Mais pas un seul reçu pour Owen. Pas de vêtements. Pas de lait maternisé. Pas de fourniture scolaire. Parker marqua une pause. Il y a ceux qui ne sont peut-être pas présents, mais qui se souviennent de leur enfant avec chaque dollar dépensé. Et puis il y a ceux qui vivent avec l'enfant, mais qui utilisent cet argent pour fonder une famille parfaite, sans place pour un garçon prénommé Owen. Il s'avança, la voix basse. Ils disent que c'était une dépression postpartum. Mais le certificat médical a été signé 3 jours après la diffusion virale de la vidéo. Un geste calculé. Pas de médecin. Pas de vrai diagnostic. Juste une stratégie. Puis il a joué la vidéo. La vidéo montre Dal poussant Owen contre un mur en bois, en grognant. Tu as mangé le dernier bol. Pleure encore une fois, et tu ne manges plus. La salle d'audience se figea. Personne ne bougea. Personne ne respirait. Parker a baissé la vidéo et a appelé les témoins. Madame Thornton, la voisine, s'est approchée en tremblant. Je l'ai entendu pleurer plusieurs nuits, mais j'ai été menacé. Monsieur Dal m'a dit que si je parlais, il me poursuivrait en justice pour harcèlement. Mademoiselle Mallory, l'enseignante d'Owen, suivit. Je l'ai vue en cours, vêtue de vêtements déchirés, maigre et somnole. J'ai interrogé Clarissa à ce sujet. Elle m'a répondu sèchement.
J'avais peur de perdre mon travail. Monsieur Harris, le propriétaire du magasin, s'est avancé. Une fois, je l'ai vu ramasser des miettes pour nourrir les cochons. J'ai cru que c'était pour un chien. Mais quand il a couru, j'ai su que j'avais tort. Et puis, Parker a lu la lettre manuscrite d'Owen. Je ne veux pas retourner dans cette maison. J'ai peur de la porcherie. Je ne veux pas dormir avec cette odeur d'humidité. Je veux rester avec papa. Parce que papa me regarde. La salle entière devint silencieuse. Et puis, Owen monta à la barre. Il serrait dans ses bras un ours en peluche usé. Sa voix, lorsqu'elle se fit entendre, était faible, mais claire. Je veux vivre avec papa. Parce que papa ne me regarde pas comme si j'étais une ordure. La pièce tremblait. Mais ce n'était pas fini. Owen se tourna vers Clarissa. Sa voix était à peine un murmure, mais elle résonnait dans tous les recoins. « Pourquoi me détestes-tu autant, maman ?» Clarissa s'est effondrée. Elle se mit à pleurer non pas pour jouer la comédie, mais simplement pour sangloter, sans retenue. Parker n'eut pas besoin d'ajouter un mot. Le juge s'abattit. Et la justice a finalement choisi de se tenir aux côtés du garçon. Ethan serra la main de son fils. Owen ne tremblait plus. Et pour la première fois, la ville entière se tut, pour enfin entendre la voix d'un enfant. Après le procès, la pluie est arrivée. Pas forte, mais régulière. Elle a duré tout l'après-midi, comme si le ciel lui-même essayait de se débarrasser de ses derniers fardeaux. La décision du juge a été rendue peu de temps après les derniers mots d'Owen, une phrase simple et déchirante. « Je veux rester avec papa. Parce qu'il ne me regarde pas comme si j'étais une ordure. » La salle d'audience était immobile. Pas un souffle. Pas un murmure. Pas un seul avocat assez prompt pour répondre. Clarissa, autrefois l'image d'une mère parfaite à la télévision, était désormais officiellement suspendue de tout contact avec Owen, pendant 18 mois. Le tribunal lui a ordonné de suivre une réadaptation psychologique obligatoire sous la supervision d'un travailleur social expérimenté. Les chefs d'accusation retenus étaient clairs: négligence envers un enfant, dissimulation de préjudice moral, instabilité émotionnelle et mensonge sous serment sur les conditions de vie de l'enfant. Il n'y avait pas de menottes, mais la sentence pesait sur elle comme un acte d'accusation morale, le genre de condamnation que l'opinion publique pardonne rarement. Elle quitta le tribunal vêtue seulement d'un manteau léger, ses épaules n'ayant plus la carrure qu'elles avaient lors de sa première apparition à la télévision. Les regards de ceux qui la qualifiaient autrefois de mère modèle se détournèrent alors discrètement. Dal, l'homme qui s'était autrefois fièrement qualifié de beau-père aimant, a été privé de tous ses droits concernant Owen. Le juge a déclaré sans ambages: non seulement vous n'avez pas protégé l'enfant, mais vous avez eu un comportement qui a causé un grave préjudice émotionnel, directement ou indirectement. Ces derniers mots au tribunal, ce n'est pas mon fils, ont été plus durs que n'importe quelle décision. C'était une véritable gifle qu'il s'était infligée. La phrase a été coupée, diffusée en ligne et s'est répandue comme une traînée de poudre, détruisant l'image soignée qu'il avait si soigneusement construite. Le magasin géré par Dal, autrefois encensé par les habitants comme l'image même d'une jeune famille modèle, a fermé ses portes 3 jours plus tard. Une inscription grossièrement écrite est apparue sur la porte en verre brisé: une famille modèle n'enferme pas ses enfants dans des cages. Quant à Ethan, le père autrefois accusé d'avoir abandonné son fils, il obtenait désormais la garde exclusive. Personne ne s'y opposait. Personne ne pouvait le faire. Mais il savait que cette victoire avait un prix. Il l'avait payé de 7 ans d'absence, de la douleur d'avoir manqué l'âge de son fils, de son propre silence lorsqu'il se persuadait que tant qu'il subvenait à ses besoins, c'était suffisant. Il a porté Owen hors du tribunal sans faire de bruit, sans parler à la presse. Il a simplement murmuré à son fils: désormais, tu n'auras plus jamais à craindre qu'une porte se referme derrière toi. Ce soir-là, Ethan ne rentra pas directement à l'hôtel. Owen et lui restèrent garés dans la voiture pendant près de 2 heures, assis en silence. Le garçon, recroquevillé sur la banquette arrière, serrant un oreiller contre lui, regarda la pluie glisser sur la vitre. « On rentre à la maison ?» demanda doucement Owen. Ethan hocha la tête, puis répondit doucement: « Nous allons dans un endroit qui est vraiment notre maison. » Le lendemain matin, Ethan a signé un congé indéterminé de son entreprise, passant la direction à Miles, qui était avec lui depuis les premiers jours de l'entreprise. Il n'a pas fourni de longues explications, juste une phrase dans un courriel interne: « Il y a un autre rôle que je dois apprendre, celui de père. Et cette fois, je ne serai pas absent. »
Ils emménagèrent dans une petite maison en périphérie, à environ 40 minutes de route de la ville. C'était une maison de plain-pied avec un toit en bois brun rougeâtre, entouré d'herbes et de quelques buissons de lavande. Ethan s'y installa. Owen n'entendait plus le cliquetis des serrures de sa cage la nuit. Il n'avait plus besoin de chercher de la nourriture par peur au fini le pain sec dans les gamelles en plastique. À la place, il y avait des repas chauds avec des œufs au plat et des sandwichs. Il y avait un petit chien hirsute nommé Maple, toujours en train de chasser les écureuils dans le jardin. Et il y avait Ethan, un père, qui avançait prudemment pas à pas pour recommencer. Mais les vieilles blessures ne disparaissent pas avec une décision de justice. Cette première nuit dans sa chambre, Owen se réveilla en sanglots, paniqué, recroquevillé contre un coin du mur. Ethan se précipita à l'intérieur et enlaça le garçon de ses bras, sans poser de questions, sans insister pour obtenir des réponses. Il resta assis à côté de lui, silencieux, faisant comprendre à Owen que quelqu'un était là. Quelqu'un n'allait nulle part. Le troisième jour, Ethan a appelé un psychologue pour enfants. Ils lui ont expliqué comment interagir avec un enfant abandonné. Ne demandez pas trop. Ne touchez pas trop vite. Laissez-le avoir le choix. Ethan a donc appris à suivre l'exemple d'Owen. Le garçon mangeait peu, mais ne cachait plus sa nourriture. Il restait prudent, mais commençait lentement à demander « As-tu déjà aimé la couleur verte ?» ou « Sais-tu construire des Legos ?» Des questions innocentes. Mais pour Ethan, c'étaient des signes. Des signes que la confiance revenait. Une semaine plus tard, sur recommandation de l'avocat Parker, Ethan décida d'aller voir Clarissa au centre de réadaptation. Il ne s'attendait pas à des excuses. Il n'était pas là pour accuser. C'était simplement un dernier effort, tourner la page sur le passé et s'assurer qu'Owen sache un jour qu'au moins un adulte avait essayé d'arranger les choses. La visite n'a duré que 20 minutes, séparée par une vitre insonorisée. Clarissa était assise de l'autre côté sans maquillage, sans robe élégante. Ses cheveux étaient en bataille, sa posture voûtée, son regard voilé. Celle qui brillait autrefois, louée pour sa force de mère ayant surmonté le divorce, n'était plus que l'ombre de cette image. Ethan ne parla pas le premier. Il la regarda simplement. Clarissa leva les yeux, tremblante, comme si son regard à lui seul avait enlevé toutes les couches derrière lesquelles elle se cachait depuis des années. Sa voix était rauque, à peine plus forte qu'un murmure. « Je sais que ce que j'ai fait est impardonnable. » Ethan ne dit rien. Clarissa expira, ses mots tombant de ses lèvres comme une confession à elle-même. « Quand tu es partie. Je ne savais pas être mère toute seule. Chaque fois que je regardais Owen, je me sentais nulle. Je n'étais pas assez bien, pas assez patiente, pas assez aimante. Tu me manquais. Mais j'étais en colère contre toi. Et puis, j'ai commencé à en vouloir aussi à l'enfant. » Elle s'arrêta, les mains jointes fermement, les ongles s'enfonçant dans le dos de sa propre main comme si elle essayait de se stabiliser. Puis j'ai rencontré Dal. Il était gentil. Doux. Il m'a redonné l'impression d'avoir de l'importance. Mais il n'a jamais vraiment voulu d'Owen à la maison. Au début, c'était de petits commentaires, il bouge trop pendant son sommeil, notre fille a peur de ses pas, Owen l'a fait pleurer au milieu de la nuit. Je les ai entendus. Et je les ai crus. Sa voix baissa, teintée d'amertume. Puis sont venues les demandes, qu'il dorme dans une autre chambre, qu'il ne s'assoie pas avec nous au dîner tous les soirs, pas besoin de lui acheter quoi que ce soit de nouveau. J'ai continué à écouter. J'ai continué à obéir. Parce que je pensais que tant que Dal restait avec moi, ça en valait la peine. Je pensais reconstruire ma vie. Mais en réalité, je brisais un enfant. La voix de Clarissa se brisa. La première nuit où je l'ai mis dans la porcherie, c'était parce que notre fille n'arrivait pas à dormir. Dal m'a dit, et c'est juste une nuit. Mais ensuite il est resté là. Je l'ai vu, recroquevillé dans une couverture, mais j'avais peur que Dal se fâche. Je n'ai pas osé le reprendre. Des larmes coulaient sur son visage. Je n'ai pas été maltraité. Personne ne m'a mis un couteau sous la gorge. Mais j'ai été manipulé. Je me suis menti à moi-même. Et j'ai laissé Owen en payer le prix. Ethan resta assis, la main fermement serrée autour de son genou. Le pardon n'a pas été facile à obtenir. Mais il comprenait. D'une certaine manière, lui aussi avait tourné le dos à Clarissa, persuadé que la pension alimentaire pouvait remplacer la lumière du soleil dans la vie d'un garçon. Avant de se lever,
Ethan a placé une petite enveloppe sur la table en verre. À l'extérieur, écrit de sa propre main soignée, il n'y avait que quelques mots. À mon fils. Quand tu seras en âge de lire. Il dit doucement, quand il sera prêt, et si tu es vraiment honnête, donne-le-lui. Clarissa le regarda longuement, puis hocha la tête, le visage baigné de larmes. Mais pour la première fois depuis des années, c'était réel. Un après-midi de juin, le ciel était si clair qu'on avait l'impression qu'il n'avait jamais connu de pluie. Une douce brise soufflait à travers les arbres de la cour avant, faisant balancer les guirlandes de drapeaux colorés qu'Owen et Ethan avaient accrochées plus tôt dans la matinée. Il n'y a pas eu de grande agitation. Pas de ballons. Pas de spectacles étincelants. Juste une petite réunion d'anniversaire chaleureuse avec les seules personnes qui étaient restées après la longue guerre. Madame Thornton, avec ses cheveux argentés et une boîte de muffins fait maison. L'avocat Parker, habillé plus simplement que jamais. Mademoiselle Lydia, portant toujours son badge de travail, bien qu'elle ait démissionné de son poste. Et l'ancien professeur d'Owen, celui qui avait autrefois caché ses doutes derrière des yeux calmes. Owen portait une chemise blanche et ses cheveux étaient soigneusement peignés. Il souriait davantage, même s'il restait légèrement renfermé, comme quelqu'un qui s'était habitué à rester en arrière-plan sur chaque photo. Le gâteau d'anniversaire trônait au centre de la table. À première vue, il penchait légèrement, le glaçage avait légèrement glissé sur le bord de l'assiette. Mais c'est Owen qui a ri le premier en lisant les lettres maladroites en glaçage bleu clair, « Bienvenue à la maison, fils ». Ethan se gratta la tête, penaud. « J'ai appris à cuisiner hier. » Le garçon secoua la tête et murmura, « C'est le meilleur que j'ai jamais mangé. » Tout le monde a chanté la chanson d'anniversaire et a applaudi pendant qu'Owen soufflait la bougie numéro 9. Mais avant qu'il ne puisse couper le gâteau, Owen sortit un morceau de papier plié de la poche de sa chemise. Le papier était froissé, avec un peu d'encre tachée sur le bord, mais l'écriture était soignée, enfantine et pleine de soin. Il le tendit à Ethan. « Je l'ai écrit hier. Pour toi, papa. » Ethan déplia le papier. La première ligne lui resta coincée dans la gorge. « Merci d'être revenu. » En dessous, l'écriture est devenue plus petite, plus irrégulière. « Je n'oublierai jamais le jour où tu es venu me trouver. Ce jour-là, je pensais que tu étais un rêve. Mais tu m'as vraiment serré dans tes bras. Et j'ai eu l'impression de ne plus être abandonné. » Ethan plia rapidement la lettre et la tint fermement dans sa paume. Il n'avait pas besoin de dire un mot. Ses yeux disaient tout. Le même après-midi, Parker tendit une autre enveloppe à Ethan. Sans adresse de retour, il reconnut immédiatement l'écriture. Clarissa, envoyée par son avocat, comme elle l'avait promis lors de leur dernière rencontre. Ethan ne l'ouvrit pas. Il le glissa dans le tiroir du bureau, où Owen le trouverait un jour, quand il serait prêt. Le pardon est un chemin. Et Owen avait le droit de choisir quand l'emprunter. Le soleil se penchait plus bas dans le ciel. Tout le monde était rentré chez soi, ne laissant que le père et le fils sur le perron. Ethan partagea la dernière part de tarte. Owen en prit de petites bouchées, les jambes se balançant doucement, les orteils effleurant l'herbe douce. Puis, sans prévenir, le garçon demanda, « Papa, on peut faire pousser des légumes? J'ai entendu dire que ça rend plus heureux. » Ethan rit. « Bien sûr. On fera pousser un jardin entier si tu veux. » Owen pencha la tête en plissant les yeux. « Mais on n'élève pas de cochons, d'accord ?» Ethan éclata de rire et prit son fils dans ses bras. Derrière eux, la petite maison brillait d'une lumière chaleureuse. Pas luxueuse. Pas parfaite. Mais sûre. Une vraie maison. Le soleil se couchait lentement derrière les collines, laissant derrière lui une traînée d'orange et de rouge profond, comme une promesse. À partir de maintenant, tout peut recommencer. Certaines épreuves ne se limitent pas à une question de bien et de mal. Elles nous rappellent que même l'enfant le plus silencieux crie à travers ses yeux et son cœur oublié. L'histoire d'Owen ne se résume pas à la justice. C'est une question de courage, le courage de parler, de se lever et de prendre un nouveau départ avec quelqu'un qui vous comprend vraiment. Que pensez-vous du parcours de ce garçon? Si c'était vous, oseriez-vous rompre le silence, comme l'a fait le voisin? Comme le vieux professeur? Ou avez-vous déjà été témoin de quelque chose comme ça mais n'avez pas encore eu le courage de vous manifester? J'aimerais vraiment entendre vos pensées dans les commentaires. Et si vous avez déjà vécu une perte, si vous avez été blessé, n'oubliez pas, il y a toujours quelqu'un qui vous voit discrètement.
Tout comme Ethan a vu Owen. Ça va? Comment se passe ta journée? Merci d'être resté avec moi jusqu'à la fin. On se retrouve dans une autre histoire où le cœur parle.